Dessin, parlons crayon. Non, pas du tout. Parlons crayon, parlons papier. Parlons pas. Je suis un peu émue. Hein, voilà. Je vous laisse la parole, Patrick. Oui, alors je voulais déjà vous poser une question. Est-ce absolument nécessaire de parler là-dedans? Non.
Martin, de Nouvel, Jean Nouvel dit « Je ne dessine jamais », ou très peu. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est de la provocation, mais c'est bien évidemment pour faire remarquer que l'architecture, pour reprendre une expression d'un architecte italien, ça devait être aussi, l'architecture est quelque chose de mental. Vous devez le dire en italien avec un accent. Je suis bien una cosa mentale. Voilà, c'est quelque chose de mental. En italien, évidemment, c'est plus mental qu'en français, mais ça veut dire effectivement que cette notion, je dirais, de la pratique du dessin est peut-être secondaire par rapport à l'idée, le concept, le principe même sur lequel certaines architectures reposent. Donc, il n'empêche que pendant des années, la question du dessin était essentielle et vous aviez à faire glisser un T sur des planches, tendre des feuilles de papier, disposer d'un matériel extrêmement encombrant qui comportait un certain nombre d'équerres, auxquels s'ajoutaient également des perroquets et une série de grilles. Vous deviez avoir des fusains, de la gouache, etc. Il y avait un arsenal, n'est-ce pas, qui était relativement encombrant, qui se tenait dans un sac à dos, qu'on ne déplaçait pas tous les jours, et qui faisait en sorte que l'architecte se confondait, passons à une autre image, peut-être, voilà, non pas tout à fait. Disons que toute cette pratique conduisait à une extraordinaire maîtrise du trait. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de dessiner sur papier quand sont épais sur une feuille tendue, où on vous demande, par exemple, de dessiner Sainte-Sophie ou de reproduire le Colisée ou quelques châteaux. C'est une vraie discipline. Parce que par où faut-il commencer? Faut-il commencer comme traditionnellement l'architecture proposait de le faire, c'est-à-dire à partir, disons, des rythmes et des entrecolonnements, des écarts, parce que ce n'était pas tant les mesures qui l'emportaient que des proportions. Et donc, d'une certaine façon, on construisait un projet comme on construisait un bâtiment à partir, disons, d'un certain nombre de règles de symétrie et de composition. On ne commençait pas en haut de la feuille à gauche pour terminer en bas de la feuille à droite. Il y avait un principe, et ces principes étaient donc ceux de la composition architecturale, sur lesquels vous trouverez, je dirais, un excellent ouvrage dû à Lucan sur la composition, qui réactualise, je dirais, toute cette réflexion portant sur la composition. Donc, ceci se pratiquait encore dans les années 60, ce type de dessin, se faisait sur papier. On devait faire un premier montage au crayon régulier. De préférence, il fallait être extrêmement propre, parce que si vous salissiez votre feuille de papier avec du gras de la main, je dirais, c'était plus ou moins foutu. Après ça, il fallait passer tout ceci à l'encre de Chine, de préférence au tire-ligne, à l'encre de Chine, parce que c'était le seul produit, l'encre de Chine, qui, disons, quand elle était sèche, et quand on la mouillait, après qu'on mouillait la feuille, ne débordait pas. Si vous avez un rotring, vous avez n'importe quel autre système, tout ça, ça bave. Donc, il faut, d'une certaine façon, déposer de l'encre de Chine avec des traits d'épaisseur différents, et il faut, au résultat, avoir un dessin qui est propre. S'il est tendu et si s'il est, disons, s'il est tendu, on peut le mouiller pour le nettoyer éventuellement à l'eau très claire, en espérant que le ciel soit avec vous, de telle sorte qu'il n'y ait pas de traces de jambon ou de saleté qui vous empêcherait de passer la vie. Après, le dessin étant plat, il convient d'en assurer, je dirais, l'expression
ce que les architectes appelaient le mot rendu, qui n'est pas forcément un terme particulièrement heureux, consistant à l'ombrer avec tout un système d'ombres, qui sont les ombres portées et les ombres propres. Les ombres propres étant les ombres que le propre bâtiment porte sur lui-même, et les ombres portées étant les ombres que le dit bâtiment pourrait porter sur d'autres bâtiments. Voilà. C'est assez simple. Vous avez tout ceci qui est très bien expliqué dans un bouquin qui a été écrit par Viollet-le-Duc, Histoire d'un dessinateur, comme on apprend à dessiner. Vous l'avez déjà lu? Si vous le lisez, vous n'êtes pas obligé de lire toutes les pages, mais ce n'est pas inintéressant. Voilà quelqu'un qui décide d'apprendre à un jeune qui doit avoir 16 ans, qui doit marier sa sœur, et qui dit, bah, écoute, c'est l'occasion ou jamais de construire la maison de ta sœur et de ton futur beau-frère, et pour ceci, je vais te donner des cours d'architecture. Alors, ce sont des gens qui sont convenables, qui ont un domaine, et quand on a un domaine, à la différence de maintenant où on a un malheureux de pièces ou une mansarde sous le toit, un domaine comporte des fermes, comporte une carrière, comporte des forêts, du bois, il ne manque rien. Donc, il va construire cette maison selon un système un peu de physiocrate, disons, en tirant tous les matériaux, je dirais, du site, et il va apprendre à dessiner. C'est les premiers cours. C'est pas inintéressant de voir effectivement cette pédagogie qui considère effectivement que la nature est la maîtresse de tous les biens et de toutes les leçons. Et donc, il y a cette position, je dirais, pédagogique, qui était largement partagée pendant des décennies, voire des siècles, qu'effectivement, tout vient de la nature et de l'imitation de la nature. On parle donc des choses les plus simples, n'est-ce pas? Et à partir de là, on va construire une maison, n'est-ce pas? Pour assurer à sa sœur et à son beau-frère une vie particulièrement heureuse. On continue. Voilà les matériaux. Là, c'est toujours encore plus simple. Le mauvais dessin qui est là-bas, la mauvaise photo, c'est un extrait de la photo de l'atelier de 33 de l'atelier de M. Bigot, n'est-ce pas, où on voit mal, ici, cet architecte. Si vous avez de bons yeux, vous verrez, il y a des équerres et des règles partout, et le fameux rotring qui est ici. Et quant à ça, c'est une chose assez merveilleuse, bien évidemment, c'est un des pages du carnet de Villars-Poncourt. Et vous avez ici, juste là, je dirais, l'équerre médiévale, qui est un instrument tout à fait intéressant, qui n'existe plus du tout, puisque maintenant les équerres, soit elles bougent d'angle, bien évidemment, ou elles sont à 30 degrés ou à 45 degrés. L'équerre médiévale est tout à fait étonnante. C'est une équerre qui donne un angle droit et qui donne un autre angle à l'intérieur, n'est-ce pas? Et cette équerre était particulièrement utile pour tracer les pentagones. Je ne sais pas si vous savez tracer des pentagones, c'est extrêmement compliqué, n'est-ce pas? Parce que ça ne s'y prête pas, n'est-ce pas? Il faut être assez bon en géométrie, connaître 2-3 trucs, je dirais, quant à la manière de tracer des pentagones, parce que, évidemment, si vous le faites avec un rapporteur, c'est vraiment pas très beau, n'est-ce pas? Si vous êtes capable de le faire avec une construction géométrique, j'ai un peu oublié, on rabat des diagonales sur le côté, on multiplie par l'âge du capitaine, et on finit par s'en tirer, n'est-ce pas? Mais il y avait là une équerre qui permettait, je dirais, aux architectes ou aux maîtres d'œuvre du Moyen-Âge de tracer les pentagones. Il fallait aussi un bâton d'encre de Chine, je vous ai dit, qui permettait de faire les lavis. C'était un bâton grand comme ça, d'encre de Chine, qui était durci. Ça coûtait une fortune. On avait un bâton d'encre de Chine comme ça que l'on vous donnait quand vous aviez 17-18 ans, vous rentrez dans l'école, et en vous arrangeant bien, à 110 ans, vous avez toujours le même bâton qui ne s'usait pratiquement pas, n'est-ce pas? Et qui permettait de diluer des litres et des litres de jus. Je me souviens du professeur Zavaroni, qu'on appelait maître bien évidemment, qui on avait un étudiant chinois qui avait bien voulu venir en France pour effectivement apprendre les merveilles de notre enseignement, et il avait fait un projet sur un fond. Il était chinois, mais on devait penser qu'il devait être japonais, puisqu'il
qu'il y avait derrière une sorte de représentation du Fujiyama ou quelque chose. En tout cas, il avait fait un temple ou quelque chose, une construction. Et le panneau était grand comme ça, de 4 mètres sur 2 ou 3, pas trop absolument immense. C'était un peu timide. Donc le professeur Zabaroni, n'hésitant pas, il n'était pas bien grand, demande à ce qu'on lui présente un bâton de jus avec un gros bout, qui est donc un pinceau un peu épais, qu'on appelait aussi une queue de vache, n'est-ce pas, pour vous montrer effectivement la présence, je dirais, la capacité de la chose à absorber un maximum d'encre ou de jus. Il a demandé à ce qu'on penche le pané, et il avait décidé de faire un ciel chinois, n'est-ce pas, quelque chose d'un peu expressionniste. Donc il a commencé, c'était grand, donc il fallait tirer des trucs comme ça. Mettre de l'eau, parce que vous pouvez mettre beaucoup d'eau grise en partie haute pour effectivement obtenir un jus dégradé, de telle sorte qu'on ait un ciel sombre en haut qui s'éclaircit vers le bas. Vous avez tous dessiné à l'aquarelle, je dirais, des ciels. Vous savez qu'il faut le faire plus foncé en partie haute, qu'il faut le faire dans les parties lointaines compte tenu de la lumière. Donc il lance là-dessus, bien évidemment. Il y a un moment où toute l'eau se réunit en un point et ça dégouline. Plus vous rajoutez de l'eau en dessous, moins ça s'étalait et plus ça dégoulinait. Il s'est donc tourné, pour ne pas perdre la face, parce que c'était un homme qui avait beaucoup de dignité, pour ne pas perdre la face, attendu que ça sèche, et il a confié aux anciens la nécessité, n'est-ce pas, de faire quelque chose pour le dit dessin. Et donc, moi, j'en étais pas. À 4 ou 5, ils ont commencé à prendre des morceaux de bambou coupés, n'est-ce pas? Et tel Van Gogh, ils ont commencé à mettre ça dans l'angle de Chine pour nous faire quelque chose façon rizière, façon bambou, n'est-ce pas? Donc, c'était gris, c'était sale, mais c'était chinois. Donc, tout le monde était content. C'est le genre de choses, si vous voulez, qui arrivait. Il y avait, comment dirais-je, ce phénomène qui retournait toujours un petit peu au risque de la catastrophe. C'est-à-dire qu'un dessin, une bonne composition, pouvait, d'une certaine façon, progresser et faire une sorte de s'améliorer au fur et à mesure, prendre forme. Or, il suffisait d'un rien, d'un accident, pour qu'effectivement tout le travail de plusieurs semaines puisse disparaître. D'où, effectivement, le fait qu'un certain nombre de personnes, ça, 1,5 million, si vous voulez, on cherche des subventions pour l'acheter, ça appartient à un privé, c'est pour le musée de Strasbourg. C'est un dessin qui fait 2 mètres sur 80, je crois à peu près. Il faut l'acheter. Continuons. Voilà. Le genre de... Ça, c'est Labrousse qui a fait ça. Henri Labrousse. Voilà le genre de merveille que Henri Labrousse, celui qui a fait, vous savez, la bibliothèque de la rue de Richelieu, était, et l'autre bibliothèque Sainte-Geneviève, voilà le genre de dextérité dont il faisait preuve. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul à avoir ce genre de dextérité. Je vous prie, disons, de vous arrêter un moment sur le regard de ce chapiteau. Outre, effectivement, la qualité du dessin, qui est tout à fait remarquable, quand vous aviez dessiné ce dessin au crayon, que vous le passiez après ça au tire-ligne le plus fin possible, ce sont des traits qui sont plus fins que le 0,1, c'est minuscule, n'est-ce pas? Ça tire un trait là. Après ça, vous avez à rendre ce truc, à faire les ombres. Il faut déjà les connaître. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une expérience de ce qu'est l'ombre d'un tore, l'ombre propre d'un tore. Un tore, c'est un boudin. Et que le dit tore, comment il se porte ombre sur son socle. Puis après ça, vous avez cet exercice de fou, n'est-ce pas, des feuilles d'acanthe, que vous avez dû dessiner, je dirais, par une série de projections pour ne pas vous tromper, je dirais, dans le bon angle, puis avoir suffisamment de connaissances sur ce qu'est l'ombre réelle, disons, d'une feuille d'acanthe sur une autre feuille d'acanthe en dessous. Vous savez faire ça. Quand j'étais étudiant, on vous demandait d'en faire un peu autant. Sauf qu'effectivement, en première année, ils avaient la gentillesse de ne pas vous exiger de faire un ordre corinthien. Vous étiez simplement invité à faire un ordre dorique, c'est déjà beaucoup plus simple,
n'est-ce pas? Mais il n'empêche que, tout dorique soit-il, c'est quand même l'ombre de l'abaque sur le tore supérieur, c'est pas évident, n'est-ce pas? Il faut le savoir. Alors il y avait des trucs et des machins, et alors c'était très étonnant parce que, bien évidemment, il fallait maîtriser la géométrie descriptive. La géométrie... C'est pas du dessin d'observation. Non, c'est pas du dessin d'observation. Le dessin d'observation se fait sur le fusain. Donc vous avez dessiné avant au fusain des plâtres. Ce sont des plâtres, hein, comme on dit au fusain. Mais disons que là, c'est du dessin d'observation, où il s'agit de rendre il faut bien le dessiner. Mais ce n'est pas du tout la même chose que de le construire trait pour trait, n'est-ce pas? De manière la plus exacte. Donc, à côté de ceci, le dit Labrousse, ne serait-ce que pour vous rassurer, il faisait comme tout le monde des petits croquis, n'est-ce pas, sur lesquels il écrivait quelque chose, parce que sinon, il n'avait pas fini. Continuons. Ceci, c'est bien, il est un peu flou. J'aime beaucoup ce genre de choses, j'espère que vous pratiquez ceci avec, je dirais, un grand plaisir, un cahier, n'est-ce pas, et une écriture cursive. La cursive, la cursive à l'encre, sur cahier, avec dessin au fond, qui accompagne, je dirais, le discours, c'est quand même une belle chose, n'est-ce pas? C'est un architecte diocésain, 1901. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'un architecte diocésain, mais vous avez tous lu Paubouille de Zola. Hein, c'est l'histoire d'un immeuble. C'est l'histoire d'un immeuble. Et au deuxième étage, ou au premier étage, l'architecte est diocésain. Et il a une femme qui fout rien, qui est un petit peu en surpoids et qui passe son temps dans son pieu, n'est-ce pas? Et la personne qui assure, je dirais, la transition entre les différents étages, c'est d'une part les bonnes, et d'autre part le jeune homme un petit peu olé olé, n'est-ce pas, qui se permet effectivement d'avoir des comportements, comment dirais-je, d'homme, d'un étage à l'autre. Voilà. Donc c'est ce qui permet de comprendre effectivement comment fonctionne. Très envie de le lire. Comment? On va tout de suite se précipiter pour le lire. Ah ben Paubouille, c'est bien, hein? Ah oui, c'est l'histoire d'un immeuble. C'est l'histoire d'un immeuble qu'il faut comparer avec l'histoire d'un immeuble de l'autre, là, de Pérec, qui est donc d'une toute autre construction, qui elle fonctionne sur une construction plutôt aléatoire, où il n'y a plus, ou circulaire, tout ce que tu veux, où il n'y a plus effectivement cette hiérarchie verticale. Bon, la suite. Est-ce qu'on pourrait... Voilà le fusain. C'est un exemple. Un nombre incalculable d'architectes ont conservé leur fusain. Alors, le fusain se faisait dans la salle Melpomène, que vous ne connaissez pas, qui est la salle des Beaux-Arts. Il y avait aussi dans toutes les écoles de province. C'était des plâtres. On les dessinait. Et il y avait plusieurs techniques. Il y avait la technique du fusain écrasé, que certains rattrapaient à la gomme ou au doigt. C'était une technique qui permettait donc d'exprimer la chose. Il y avait aussi des techniques comme celle-ci, qui consistaient à couper le fusain extrêmement finement, comme une sorte de couteau, et à ce moment-là, il faisait des traits. Comme ça, il construisait, je dirais, à la manière de Buffet, une sorte de dessin en faisant des traits. C'était assez compliqué, parce que, bien évidemment, il s'agissait de saisir la lumière. Alors, au fond, c'était d'autant plus compliqué que jamais le dit plâtre ne se présentait ainsi. Même si la salle Melpomène ou d'autres salles disposaient de verrières permettant à la lumière d'arriver par le haut, comme les plâtres n'étaient jamais nettoyés, toute la poussière était en haut. Ce qui fait qu'au fond, vous deviez dessiner en positif quelque chose qui réellement était en négatif. Vous auriez mis tout le noir en partie supérieure, que vous étiez certain de ne pas être retenu dans vos voilà, par le maître. C'est pratique. Alors, la seule école que j'ai vue, je ne sais pas, c'est la suite. La suite, voyez-vous, c'était ça. La suite, c'est quand
il y a des écoles comme celle de Budapest, l'école d'architecture polytechnique de Budapest, d'architecture et d'ingénieur, tout à fait une école intéressante, où c'était les ingénieurs et les architectes étaient à la même enseigne les premières années. Les mauvais élèves étaient destinés à devenir ingénieurs, les bons architectes. Assez différent de chez nous, n'est-ce pas, où les bons élèves font maintenant, avant ils faisaient Polytechnique ou Centrale, puis maintenant ils font des écoles de commerce, n'est-ce pas, ce qui fait qu'on a les chances d'avoir les bons élèves dans les écoles d'architecture. Coup de chance, n'est-ce pas, parce qu'il y a encore quelques parents qui considèrent que de faire des études de commerce, quand même, c'est pas très digne, n'est-ce pas. Donc, alors ils avaient un truc extraordinaire pour apprendre à dessiner. Ils avaient des amphithéâtres uniquement réservés au dessin, et en particulier à l'apprentissage de la perspective. Et alors, c'était dans des amphithéâtres, il y avait des gradins, mais des gradins très larges. Et puis, étaient disposés au milieu de la pièce, enfin non, plutôt dans la partie, je dirais, qui considère la scène, d'extraordinaires maquettes qui faisaient 2 mètres de haut, n'est-ce pas, à peu près, réalisées en tubes de métal, en tubes métalliques, et c'était des formes simples. Il y avait le cube, il y avait un cône, il y avait un tétraèdre, et puis on s'essayait aussi avec des cerceaux à fabriquer une sphère. Et donc, les professeurs disposaient ces espèces d'extraordinaires maquettes au milieu de la scène, et selon l'endroit où se situaient les étudiants, ils dessinaient. Et bien évidemment, comme les cubes, comme ces sphères et autres volumes, qui étaient des volumes creux, et avaient tous des couleurs différentes, il n'était pas difficile, effectivement, pour un esprit pas trop fou, de comprendre qu'un élément était dans le cube ou était dans le cône. Ainsi, très très vite, les lois de la perspective oculaire, n'est-ce pas, comme ça, envoyé, étaient vite acquises par les architectes. J'avais le souvenir qu'ils avaient en plus un instrument tout à fait particulier, et j'en avais le souvenir, donc j'ai fait ce dessin-là à la maison, n'est-ce pas, d'un cheval d'arçon, où on s'asseyait dessus et on posait sa feuille de papier. C'était le souvenir que j'avais. Mais, comme j'ai fait des recherches dans mes carnets de croquis, j'ai retrouvé ce vieux carnet, ce vieux dessin d'il y a 20 ans que j'avais fait sur place, n'est-ce pas, et qui montre effectivement le caractère plus rationnel du dit cheval d'arçon par rapport à celui que j'imaginais. Mais c'est pas mal celui qui était en bois avec un... C'était l'idée de me faire des Hongrois un peu rustiques, n'est-ce pas? Donc, il directement sur une bûche, il s'assoit. C'est pas ça du tout, c'était fait avec des planches. Et donc, si vous en avez plein de ces espèces de machines, vous le mettiez à califourchon, posiez votre dessin dessus, en face les cucubes et les cônes, et en voiture Simone, c'était l'enseignement du dessin. Passons à la suite. Donc, voici l'exercice de la géométrie descriptive. Géométrie descriptive qui était considérée comme absolument indispensable pour apprendre le dessin d'architecte. Ça faisait vraiment partie des choses qu'on devait savoir faire. Et c'est la géométrie descriptive, ça doit dater de 1800 et quelque chose, par un comte qui s'appelle Monge. C'est pas qu'on a fait le cours. Mais il faut savoir qu'avant, bien évidemment, les gens qui faisaient des bateaux, qui faisaient des charpentes, on n'allait pas leur apprendre effectivement à trouver les vraies dimensions des pièces qui sont assez complexes dans des charpentes ou dans des carènes de bateaux. Ils avaient leur savoir-faire, et les tailleurs de pierre encore plus. Sauf que vous avez eu la loi Le Chapelier, dont vous avez tous entendu parler, qui est une loi révolutionnaire, qui est une loi, je crois, de 2792, ça doit être ça, mais peut-être pas, qui est une loi française, constitutionnelle, fondamentale de la France, fondatrice de la France, interdisant aux corporations de garder leurs secrets. Et par la même occasion, cette loi progressiste et révolutionnaire
interdisait le droit de grève. Et le pouvoir constitutionnel de la France a fait en sorte que, à partir du XIXe siècle en particulier, eh bien, le savoir, au lieu d'être gardé dans des corporations, a dû être diffusé. Et donc le savoir se devait d'être universel. Pour la petite anecdote, ça n'a pas empêché ce pauvre Le Chapelier de se faire guillotiner en 1794. Mais il avait dû bien le mériter, c'était pas bien ce qu'il avait dû faire. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'au XIXe siècle, vous avez à ce moment-là toute une pédagogie qui se veut universelle. Rappelez-vous ce qu'est le maître. Le maître, c'est une invention française et révolutionnaire, n'est-ce pas, qui donne à chaque homme sur cette terre une égale mesure. Puisque la Terre serait censée faire, je crois, 40 000 km de circonférence, elle est considérée comme une sphère parfaite, vous prenez n'importe quel gus, dans n'importe quel endroit de la Terre, vous le mettez debout, il passe effectivement une infinité de circonférences à ses pieds, vous divisez le tout par 40 000, et vous avez le même. Donc cette idée universelle portée par la Révolution française va effectivement aussi se diffuser dans le savoir. Et vous avez des mathématiciens comme Monge qui vont effectivement théoriser tout un savoir-faire, et ça va, et en plus de ça, si vous achetez sur les quais, je dirais des petits manuels qui s'appellent des manuels Roret, tous les métiers, je dirais, du 19e siècle font l'objet d'un petit ouvrage qui est grand comme ça, manuel Roret, et vous apprenez tout dessus. Ça vaut la peine de les acheter et d'en faire une petite collection, c'est plutôt drôle, puis vous pouvez vous les offrir pour la fête des pères, pour la fête des mères ou à vous-même. Alors, cette pratique de la descriptive, j'en ai fait un petit sondage auprès des jeunes de l'agence qui veulent bien m'accueillir actuellement. Ils ont quoi? Ils ont 20 ans, 25 ans, et puis les patrons n'ont pas 40, effectivement, des jeunes gens. Ils me regardent, disons, ils me donnent des conseils sur Archicad 26. Donc c'est un minimum des conseils sur Archicad 26. J'en suis resté à Archicad 13, donc ils me regardent comme si j'étais un dinosaure. Mais enfin, j'ai encore de bons raccourcis clavier. Je suis extrêmement content de mes raccourcis clavier. Et j'avais fait un sondage auprès d'eux. Alors, de la géométrie descriptive, sur les 6, hein, 2 m'ont dit, jamais fait. Ils sont architectes, hein, ils sont diplômés ou presque, enfin, non, jamais fait. Les autres, j'en ai fait la première année. J'en ai fait la première année, mais somme toute, ça s'est résumé à faire des cubes, des choses très élémentaires. Puis, le plus malin d'entre eux m'a avoué peut-être, en pleurant sur mon épaule, ses grandes fautes. Moi, je faisais tout sur ordinateur, puis je le tirais et je le recopiais à la main avec une lampe ou avec un calque dessus. Donc, c'était pour vous dire effectivement qu'on avait déjà affaire à quelque chose qui relevait de la langue morte pour ce qui était de la géométrie descriptive. Pourtant, c'est quand même passionnant. C'est quand même passionnant si on ne veut pas considérer la chose uniquement comme un casse-tête pour le plaisir d'embêter les pauvres gens. Parce qu'effectivement, il y a un côté casse-tête, parce que vous tirez tellement de traits, n'est-ce pas, entre les traits de construction, etc., que vous pouvez effectivement vous y perdre. Et on a l'impression d'être dans un puzzle et où on vous demande de retrouver, tiens, où est Charlie? Il y a un côté comme ça. Donc, où est Charlie? Quel est ce trait? À quoi ça se rattrache, etc. Or, c'est un grand tort de votre part. Pourquoi? Parce que rien n'est plus merveilleux que de se rendre compte à quel point la géométrie plane n'est jamais que la projection plane d'une géométrie dans l'espace. C'est pour ce qui est donc de la perspective, vous avez des grands mathématiciens du XVIIe siècle, comme Desargues,
qui ont inventé effectivement, qui ont trouvé les théorèmes universels ou universaux qui permettent effectivement de comprendre effectivement toutes les projections. Et c'est tout à fait intéressant. Et disons que par rapport au passage de la rencontre d'un cône et d'une sphère, ou d'un cube et d'autres formes, n'est-ce pas? C'est tout à fait intéressant de savoir comment une forme peut générer une autre forme par projection. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des joies profondes pour trouver les tangentes, pour trouver les points singuliers, les centres des ellipses, etc. Alors, c'est effectivement un exercice fabuleux auquel, disons, les étudiants d'architecture étaient, je dirais, j'avais réellement de l'expérience. Ça s'est totalement perdu. Ça s'est totalement perdu et je crains, et peut-être c'est là où je sortirai cette première alarme assez vieux con que j'avais follement envie de vous énoncer, n'est-ce pas? C'est que, bien évidemment, réfléchir à la manière dont effectivement la géométrie gère réellement les volumes et apporte leur cohérence, c'est quelque chose qui s'acquiert plus par la géométrie descriptive que par l'informatique. L'informatique, d'une certaine manière, puisqu'il manipule de plus en plus, je vois de ceux qui travaillent directement en volume, il manipule des volumes cohérents, parce que dès lors qu'ils sont fermés, un volume est cohérent, il suffit qu'il soit fermé, sinon il n'est pas cohérent. Mais dès lors qu'il a cette cohérence d'un volume fermé, on peut le couper n'importe où, ok? Mais est-ce que les coupes que l'on opère avec les machines en nous demandant Archicad, Muche, coupe BB, coupe CC, etc., est-ce que la coupe est disons, pertinente ou elle ne l'est pas? Donc on démultiplie les images et donc c'est d'une certaine façon assez peu économique, bien évidemment. Donc je tourne les pages pour vous montrer effectivement à quel point, je dirais, c'est petit à petit substitué à l'enseignement du dessin, je dirais, rigoureux géométrique, par la géométrie et aux instruments, quelque chose qui relève, je dirais, de la gestuelle, et qui appartient précisément aux années 60 et qui s'est perpétué. Les plasticiens sont des gens très bien, je ne dis pas le contraire, mais pour ceux que moi j'ai eus quand j'étais étudiant et que j'ai poursuivi après en tant qu'enseignant, et enseignant très tôt dès que j'ai été diplômé, ils avaient et absolument persuadés que le rotring, le crayon et le calque, le thé, nous avaient rendus d'une certaine manière malades et que nous étions atrophiés du bulbe, n'est-ce pas? Parce que précisément, nous étions des robots, je dirais, attachés au trait, à la géométrie, et que le monde n'était pas comme ça. Et donc, il était grand temps que nous projetions notre corps, je dirais, dans l'espace pour avoir des sensations. Alors, les profs étaient très contents, n'est-ce pas? On était, moi, je me souviens avoir pratiqué ce genre de choses, n'est-ce pas? On se mettait torse nu, on déroulait des feuilles de papier immenses qu'on récupérait chez les fabricants de journaux, parce qu'ils récupéraient leurs chutes de grands rouleaux. On tendait ça, une femme qui avait bien la gentillesse de se mettre nue commençait à gesticuler. On ne la voyait pas, puisque précisément il y avait la feuille de papier devant, donc il fallait faire comme ça, et elle avait déjà bougé. Et donc on trempait nos mains directement dans un gros jus bien, et on essayait de saisir le mouvement, n'est-ce pas, insaisissable. On était content, on était penseur, on était sale, n'est-ce pas, et on faisait des exercices qui se rapprochent par exemple de celui-ci, n'est-ce pas, qui sont les exercices à la Klein. Vous avez tous vu peut-être Mondokan, un vieux film des années 60, n'est-ce pas, où on a les Kahn demandait à un certain nombre de modèles de se tremper dans l'encre bleue, se coller sur une feuille de papier, se secouer. Là, vous regardez le dessin, il y a les fantômes de corps, d'empreintes à la Klein sur ces pratiques gestuelles. La suite. Or, pour le mettre l'ordre
du dessin d'architecture, le plus économique, repose simplement sur 3 figures, le plan, la coupe et l'élévation. Et là, vous avez un dessin de Laprade, c'est son dessin d'admission, c'est-à-dire quand c'était de jeunes étudiants, n'est-ce pas? Il n'était pas encore à l'école. Et voilà le genre d'exercice que l'on faisait, c'est-à-dire il a été prié de faire un dessin. Vous voyez, après la construction, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple, parce que tout ceci est axé, régulier et symétrique, mais déjà assez complexe, parce que vous pouvez regarder le jeu de voûte de tout ceci, n'a rien effectivement d'évident, qui suppose déjà une certaine connaissance de la stéréotomie et de la manière dont effectivement chaque pierre est d'une certaine manière singulière et se raccroche, disons, en une position et pas d'autre, je dirais, dans l'édifice. Plan, coupe, élévation, j'aurais tendance à penser quand même que pour la plupart des édifices qui reposent principalement sur les 2 positions de la stabilité, à savoir l'horizontalité et la verticalité, que c'est souvent bien suffisant. Enfin, le dessin, c'est tout à fait lié à la reproductibilité. C'est-à-dire, quand on fait l'histoire du dessin, ce que j'ai dû faire pour des expositions à Beaubourg, on constate qu'il y a une parfaite correspondance entre l'évolution du dessin et les possibilités de reproductibilité de celui-ci. Un dessin unique demande des modes de reproductibilité assez complexes. Quand vous allez aux archives de la guerre, n'importe où, à la Bibliothèque nationale, où vous allez vous regarder des très beaux dessins du XVIe, du XVe, etc., vous voyez des dessins sur du papier très épais, chiffon, n'est-ce pas, qui sont aquarellés, tout ce qu'il faut, et pour les reproduire, comme le papier était trop épais pour mettre ça à la lampe, ces pauvres personnes qui étaient amenées à reproduire les dessins avaient des aiguilles, posaient le dessin original sur une autre feuille, faisaient attention que ça ne bouge pas, et faisaient une série de points en piquant les 2 feuilles. À partir de ça, ils avaient des points. De l'autre côté, pour les rendre visibles, ils mettaient un peu de charbon de bois, comme ça, un peu de poussière, puis ils réunissaient les traits. Ils le recopiaient. Donc tous les dessins à l'ancienne, ce qu'on appelait un dessin, comme on faisait d'ailleurs pour les écritures, on reproduisait à la main sans cesse cette méthode du piquage. Vous imaginez bien effectivement que passer à la gravure sur bois, puis à la gravure sur cuivre, puis la gravure sur acier, puis après ça, les machines héliotropiques, les machines des photographies, toutes les machines à ammoniac, etc. Il y a eu un progrès absolument extraordinaire, n'est-ce pas? Le 19e siècle, avec la photographie, a fait d'énormes progrès, n'est-ce pas? Et il y a maintenant, bien évidemment, des possibilités de reproduction et de diffusion extraordinaires. Ce qui est fondamentalement différent et qui justifie pleinement, je dirais, les pratiques informatiques, c'est pas tant la pratique de l'élaboration du projet que la pratique de diffusion. Mais je constate quand même que cet objectif de diffusion finit par l'emporter sur la pratique même du projet. J'en veux pour exemple que tous ces jeunes architectes que je vois dans l'agence, où on veut bien me prêter quelques tables, qui n'ont pas de carnet de croquis, qui n'ont pas ils ne font jamais de dessin. En revanche, ils ont un autre système qui n'appartient qu'à eux. C'est-à-dire qu'ils ont un petit carnet sur lequel ils écrivent tout, ce qu'ils doivent faire, à la manière d'un listing, et ils savent qu'ils auront à faire telle chose. C'est-à-dire que le pense-bête des différentes actions se substitue, je dirais, à la pratique du dessin. Alors, je vous prends ici une aquarelle qui servait après ça à faire l'extraordinaire ouvrage que vous avez peut-être l'occasion de voir un jour, qui est celui, je dirais, qui est fait comme ça, dans un meuble, qui sont toutes les planches des rapports scientifiques
de l'expédition de Bonaparte en Égypte. Donc après il a fait tout ce travail en aquarelle, ils passaient tout ceci en gravure, et pour obtenir de telles images, on faisait jusqu'à 23 gravures différentes. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Vous devez à chaque fois graver la couleur spécifique, mettre l'ancrage qu'il faut, ou avoir des caches, et vous faites ça 23 fois pour faire une planche. Ma mère était ouvrière offset, elle était amenée à travailler à partir de photographies pour corriger les différents points de couleur au cyanure, elle n'est pas morte. Enfin, maintenant si, mais elle n'est pas morte du cyanure, n'est-ce pas? Et c'était pour corriger les épaisseurs des points, pour obtenir la bonne couleur, pour reproduire, je dirais, dans les éditions Seurat, etc., faire de Picasso, etc., qui demande une connaissance, je dirais, des couleurs. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer ce très beau tableau de Macron envahissant l'Égypte, n'est-ce pas? Mais ça a été fait, ça n'a pas été saisi sur le moment, ça a été fait quelques années plus tard. La suite. Ça, c'est une machine à tirer les plans. Vous en avez déjà vu dans des agences? Oui, mais peut-être qu'ils ont parfois il y a une certaine reproductibilité du système. Si c'est pas papa qui est architecte ou maman, c'est un grand-oncle ou c'est un copain. Donc, c'est des trucs qui n'existent plus. C'est des trucs qui n'existent plus. Je vous ai mis toute la phase, disons, de ce qu'il fallait faire. C'était pour tirer des plans qui étaient sur calque. On les tirait avec du papier qui était sensible, qui avait une révélation à l'ammoniac. Si la machine était ventilée, on était content, ça sentait pas trop. Sinon, je ne sais pas, que l'ammoniac, vous étiez capable de devenir fou, n'est-ce pas? Après ça, vous aviez un papier mou, humide, qui se révélait. Donc, vous voyez apparaître le fantôme de votre dessin. Vous devez le sécher, n'est-ce pas? Le couper et le plier. Et ça faisait vraiment partie des exercices que tous les jeunes apprentis d'architecture faisaient dans les agences. Il y avait donc un écart très fort entre les pratiques de l'école qui ne connaissaient que le papier canson et les pratiques d'agence qui, elles, se faisaient sur calque. Et il y avait cette complémentarité, je dirais, productivité parce qu'il fallait reproduire, et la reproduction passait par le plan à l'ammoniac, et l'école qui était un lieu d'apprentissage, où bien évidemment, il ne fallait surtout jamais, je dirais, qu'un dessin puisse être totalement reproductible. Au point même que quand un dessin était donné, n'est-ce pas, il était percé d'un trou pour qu'on soit sûr, effectivement, qu'il ne servira pas une deuxième fois. Donc ça, c'est quoi? C'est le crowbar. Le crowbar, c'est-à-dire cette espèce de principe, selon conceptuel, comme quoi, effectivement, un dessin serait capable de saisir la bonne idée. Alors, j'ai pris celui-ci parce que c'était dans cette école, peut-être que vous n'étiez pas encore là, mais il y a eu il y a 2 ans, il y a 3 ans, une très belle conférence d'une architecte libanaise qui était venue, c'était bien, hein, elle avait expliqué, c'était très très drôle, parce que manifestement, c'était elle qui avait fait le projet, et c'était pas Jean Nouvel pour Abu Dhabi, n'est-ce pas? Donc elle nous a présenté l'avion, c'était pas un jet privé, mais c'était quand même en classe première, n'est-ce pas, de la délégation qui allait à Abu Dhabi de l'agence Jean Nouvel, et il y avait Jean Nouvel avec un bandeau sur la tête, et là, pendant 8 heures ou 10 heures, on ne l'a vu qu'avec un bandeau, tu t'en souviens, qu'avec un bandeau sur la tête. Arrivé à Abu Dhabi, il sort un dessin, que j'ai essayé de le retrouver sur Internet, je l'ai pas retrouvé. Donc j'ai fait le dessin moi-même, n'est-ce pas? C'est pas du Jean Nouvel, vous m'en excuserez. Mais qu'était le concept? Le concept est très simple. Il était sur une lagune, donc on va commencer par faire un village arabe. Village arabe, c'est blanc, forcément. Hein. C'est blanc, c'est cubique, c'est blanc, c'est simple, c'est ça. On peut poser n'importe comment, il n'y a pas d'ordre, c'est le grand fouillis. Bon. Mais par-dessus, il y a quand même le grand ciel d'Arabie. Donc le grand ciel d'Arabie, c'est la coupole, n'est-ce pas, qui réunit tout ceci. Et il y avait donc, d'une part le plan, d'autre part ceci. Il a été donné à cet architecte qui était chargé de faire le projet. Et elle nous a bien expliqué comment effectivement celui-ci s'est fait. Il a fallu le mettre au point, bien évidemment, c'est un truc d'une complexité absolument incroyable. Et elle a conclu sa conférence en
en s'éloignant dans la lagune, en prenant la même photo que celle qui avait été imaginée dans l'avion par Jean Nouvel, et ça se superposait parfaitement. Alors, ceci dit, c'est simplement pour vous rappeler à quel point, d'une certaine façon, le crowbar concept est encore un moyen, je dirais, de donner condenser une idée, de lui donner forme. J'ai dû écrire des trucs un peu compliqués, effectivement, pour expliquer ce genre de choses, mais dans le texte que je vous transmettrai. Mais voyez-vous, c'est quelque chose qui est tout à fait, je dirais, singulier. Cette capacité que les architectes ont de faire un minuscule dessin qui est pertinent et qui pourra accompagner le projet jusqu'au bout. Ce qu'elle expliquait pour ce projet-là, c'est qu'il n'avait dessiné que ça, en fait. Oui, il n'avait dessiné que ça, ce croquis-là dans l'avion, et qu'après, à eux, à son équipe et à elle en particulier, de mettre en œuvre le projet, de le réaliser. Il n'y avait pas eu d'autres. On est obligé de la croire sur parole. On la croit. Mais moi, j'ai bien vu là quand même un propos très féministe et anti-machiste. Hein. Il m'a semblé qu'elle défendait quand même toute la sueur des pauvres ouvriers qui tapaient tout le boulot. Mais c'était très drôle, je vous dis, parce que ça superposait parfaitement. Bon, pour vous dire, il n'empêche pas dire que c'était un très beau bâtiment. Certains d'entre vous l'ont vu, sont allés le voir. Non, mais un jour, vous irez. Ça vaut peut-être vraisemblablement la peine, tout au plus qu'au même endroit, il y en a un qui est fait par... il y en a trois, il y en a un de Guéry, et l'autre de l'architecte syrienne qui est mort. Il y a 3 musées au même endroit, donc ça vaut quand même la peine de prendre un billet d'avion, n'est-ce pas, pour aller connaître les joies de l'air conditionné. La suite. Je sens que vous êtes un peu là déjà, puis c'était très long. Voilà le genre d'exercice que je demandais à mes étudiants en première année. Par rapport à cette idée, non pas du crowbar, mais de l'absolue nécessité de correspondance entre le plan, la coupe et l'élévation. Donc ça consiste simplement à donner 2 figures et à demander à ce qu'ils trouvent la troisième à main levée, selon un système qui, par rapport au carré, au rond et aux coupoles, marche toujours parce que ça crée, je dirais, une obligation. N'est-ce pas ? Il y a un ordre qui est, disons, inhérent, je dirais, à cette forme d'organisation. On leur demandait de faire l'élévation. Au fond, il n'y avait qu'une ou 2 possibilités. Ils pouvaient éventuellement s'exercer à faire un peu de stylistique, mais disons que là, les 2 figures obligent la troisième. Et que, antérieurement, il y a une hiérarchie, c'était dans tous les bouquins d'architecture, tous les théoriciens de l'architecture jusqu'au 19e siècle et 20e siècle ne cessaient de dire ce genre de choses. Le plan l'emporte, suivi de la coupe, et les élévations ne sont que la conséquence de la coupe, du plan et de la coupe. Quant à la perspective, ça n'a jamais été que de l'illustration. Donc il y avait une hiérarchie qui, d'une certaine façon, est totalement remise en cause maintenant. Il n'y a pas cette hiérarchie, je dirais, par exemple, prenons la tour qui est un peu plus loin, le truc qui part en bigoudi tordu. Vous ne pouvez pas vraiment dire que ça soit le plan qui l'a emporté sur la coupe, sur l'élévation. On voit bien évidemment que là, je dirais, la volumétrie l'a emporté très largement sur le reste. Prenez une agence comme celle de MVRDV à Rotterdam. Il a le don d'avoir un bâtiment qui est à peu près un peu plus petit que votre école, mais presque aussi grand. Et il a tout un étage d'à peu près 200 ou 300 mètres carrés, uniquement réservé à la recherche de maquettes. Mais la recherche, pas la mise en point, rien à voir avec l'agence de piano que vous avez derrière le BHV, n'est-ce pas, où on voit les maquettes se faire. Là, non. C'est un lieu de recherche plastique. Donc, il y a des étudiants, des stagiaires qui viennent du monde entier, n'est-ce pas ? Moins ils sont hollandais, mieux ça vaut, n'est-ce pas ? Il y en a une trentaine, n'est-ce pas ? Qui ont une quantité de roofmat. Le roofmat, c'est un produit qui permettait, ou qui permet toujours d'assurer de l'isolation. C'est blanc ou c'est bleu, de préférence c'est bleu. C'est bleu chez MVRDV. Et donc, ils découpaient des petits cubes,
Et on leur dit, bah, écoutez, vous allez faire une tour de 500 mètres de haut, n'est-ce pas, quelque part dans le monde, n'est-ce pas, faites-nous quelque chose. Et donc, comme le Q-cube est d'une certaine façon la matérialisation du pixel, dans une sorte de monde qui, moi, m'échappe totalement, mais qui, quand même, produit des bâtiments, eh bien, on prend le Q-cube, on le considère comme une sorte de pixel d'un bâtiment qui va éclater, comme vous avez à la télévision les crétins qui nous présentent les grandes pyramides qui éclatent en une morceau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est absolument effroyable de bêtises, etc. Mais c'est d'imaginer effectivement que le temple d'Abou Simbel puisse éclater. Là, vous le prenez en cube, n'est-ce pas, et vous faites une sorte de maquette, et dans fond des trentaines, là, l'architecte passe, n'est-ce pas, plus c'est tordu, plus il est content, et plus c'est choisi, et c'est ça le projet. Donc vous voyez que là, quelque part, la notion de crowbar n'existe pas. Il y a, disons, une certaine façon d'épuiser les possibles dans un registre qui est toujours le même. Donc, maintenant qu'on a fini ça, on va peut-être pendant quelques temps, il nous reste quelques temps, pas forcément beaucoup, on va regarder une série de dessins que je vais vous commenter comme ça. Il faut bien savoir que c'est vain d'imaginer de pouvoir épuiser les différentes façons de dessiner. J'aurais pu faire un effort intellectuel et imaginer qu'il était possible de les ranger par catégorie. Et puis je me suis dit que c'était idiot, que je n'y arriverais pas. Le dessin de voyage, dessin de détail, dessin de relevé, on peut voir, il y a plein d'entrées qui permettraient effectivement d'organiser, je dirais, les dessins par catégorie. Puis ça m'a fatigué. Je préférais prendre comme ça un certain nombre de dessins, dont certains que j'ai pu faire, puis on va les commenter. Donc ça c'est Cannes, n'est-ce pas? Donc c'est bizarre, il a mal tiré, parce que je l'avais mieux pris, n'est-ce pas? C'est fait comment ça s'appelle, à la craie gras, au pastel gras. C'est fait au pastel gras, qui est un truc absolument extraordinaire, n'est-ce pas, très couvrant, n'est-ce pas, et qui permettait de saisir la lumière, avec ici, je dirais, chez Cannes, une manière, disons, de faire la perspective qui est tout à fait étonnante, et qui accorde, je dirais, au sol une grande importance. C'est Sienne. Ça pourrait, hein. C'était pas écrit en dessous. Qui connaît Sienne? Est-ce que c'est Sienne, la ville italienne? La place? La Capra? Oui. Ça a un petit côté Capra. Comment? Ça pourrait. Merci. La suite. Ça, c'est un dessin que j'ai fait d'Istanbul, qu'on fait dans un bateau. J'espère que vous avez tous un carnet de croquis, ou plusieurs. Les carnets de croquis doivent être de tout format et de tout papier. Surtout, ne prenez jamais des feuilles de papier fines. Le papier fin, c'est pas facile. Ne le prenez jamais blanc. Le papier blanc, acide, comme ça, c'est très mauvais pour dessiner. Il faut qu'il soit quelque peu écru, quelque peu fatigué. Il faut qu'il ait une teinte, il faut qu'il ait une chair. Ce papier blanc, n'est-ce pas, c'est un linceul. Évitez ce genre de support. Donc, quand vous choisissez le carnet de dessin, prenez quelque attention au papier. Chaque papier a sa docilité, sa manière de se laisser apprivoiser. Ce n'est pas la même chose de travailler sur papier ingre, ce n'est pas la même chose de travailler sur des papiers très épais. Actuellement, à la maison, je m'exerce sur des papiers qui font 600 grammes le mètre carré. C'est épais. C'est très épais. Et c'est très épais, c'est tellement épais que vous pouvez, quand vous appuyez dessus, ça rentre dedans. Et quand vous dessinez par-dessus, n'est-ce pas, vous ne pouvez plus dessiner dans la partie qui est en creux. Dans d'autres cas de figure, vous pouvez dessiner avec des podcasts, en rajoutant... Donc il y a mille et une façons de dessiner, bien évidemment. Et le papier vous invite... Il y a des formats différents. Par exemple, je ne vous ai pas amené le carnet de croquis de la brousse,
Labrousse dessinait sur des carnets de croquis grands comme ça, et dessinait des édifices au crayon, et je vous jure qu'il y avait dans un dessin grand comme ça, tout le bâtiment. Ça, j'en serais bien incapable, n'est-ce pas? Mais moi, je décide dans des A3, des petits, etc. Au fond, ça dépend il faut l'avoir dans la poche, il faut l'avoir quelque part, avec un crayon. Ça dépend du type de crayon que l'on utilise. Parfois, on a envie de travailler à l'encre, parfois au crayon, etc. Ça, c'est franchement selon l'humeur du jour et dans la poche et selon les lieux. Bon, ça, c'est au crayon. La suite. Ça, c'est un dessin d'un élève de Porot. C'est pas que je trouve ça bien, mais au fond, Porot, c'était un architecte cubain qui était un copain de Castro, mais il s'est fâché avec Castro, n'est-ce pas? Donc il a été, pour ne plus être fidèle à Fidèle, il est venu en France, il était professeur ici, et il a fait un certain nombre de bâtiments un peu étranges. C'était un type énorme, n'est-ce pas? Une sorte de colosse, qui évidemment aussi nous apprenait que tirer un trait droit, c'était quand même un peu absurde, n'est-ce pas? Et que les formes de la nature étaient quand même beaucoup plus réjouissantes. C'est des sculptures aussi un peu érotiques. Tout ceci, effectivement, moi qui étais un peu janséniste, me laissait un peu étonné quand même, parce que j'avais appris l'architecture urbaine, la règle, etc., de mettre les choses en ordre, essayer de créer du pittoresque, de créer dans des dispositifs savants, mais pas forcément dans des exubérances de ce genre. La suite. Ça, c'est un dessin que j'ai pu faire en Iran, je sais pas où. En Iran, c'est ça? Au crayon, n'est-ce pas? Vite fait, bien fait. La suite. D'autres aussi. Donc, vous voyez, c'est à chaque fois d'autres formats de fabriquer. Ça, c'est des dessins. Alors, si j'ai un plus sérieux, ça, c'est Kagan, qui est un excellent architecte, qui est mort, effectivement, comme tous les bons architectes, il est mort d'un cancer de la tête, n'est-ce pas? Je l'avais connu à New York. Et il travaillait chez qui d'ailleurs? Il travaillait chez qui? Je sais plus, lui, il travaillait peut-être. Et alors, non, l'autre, il a travaillé, celui qui nous a totalement raté, Canal+, ou je sais pas quoi, là, vers le... Oui, Richard Meyer. Richard Meyer. Non, lui, il travaillait pas chez Meyer. Et alors, c'est le seul architecte que j'ai vu qui faisait des gammes et qui dessinait pendant des jours et des jours des projets utopiques, mais pas utopiques, des projets qui étaient réalistes. Et il continuait à s'exercer. C'était un élève d'Uno, de cette espèce de zinzin de Syriadi, qui est un grand nuisible sur cette terre, mais qui n'était pas forcément mauvais comme architecte quand ça lui prenait. Il a fait des élèves qui étaient totalement subjugués par lui et puis ce groupe Uno, n'est-ce pas? Et qui ont fait des bâtiments extraordinaires. Kagan a fait de très très beaux bâtiments. De très très beaux bâtiments. Et donc, voyez-vous, c'est la manière dont effectivement... Là, c'est dessiné en 86. En 86, c'est fait à la main. Hein, c'est entièrement fait à la main. Et donc, cette espèce de cubisme élémentaire où l'on essaye de repérer chaque chose, n'est-ce pas, dans sa géométrie la plus exacte. Et là, plan, élévation et croquis fonctionnent. Ils sont réunis là dans la même planche. Ils ne sont pas faits simultanément. Mais qui montrent effectivement cette circularité et complémentarité entre perspective, coupe, plan et un tout petit croquis d'intention qui se trouve sur le côté. La suite. Ça, dans un tout autre registre, c'est simplement Sainte-Sophie par Prost en 1921. C'est un dessin qui se trouve à l'Académie, qui est grand comme cet écran. C'est la grandeur réelle qui est comme ça. C'est un truc assez fabuleux. La suite. Voilà la coupe qu'il a pu faire aussi, la perspective de la coupole vue d'en dessous, qui sont des exercices tout à fait étonnants, parce que, bien évidemment, c'est une réinterprétation qui, comme tout dessin, c'est pas le réel. C'est la manière dont le réel pourrait être idéalement rêvé. La suite. Là encore ça, c'est le plan de Prost. Ça, c'est un croquis. Ceci, c'est un plan. Voilà, ce genre de choses assez utiles. Vous êtes amené, et vous serez amené dans vos études dans les années qui vont venir. Vous allez beaucoup travailler parce que c'est devenu maintenant tout à fait à la mode. Enfin, c'est nécessaire.
par rapport à l'ancienne école qui travaillait sur des sites qui n'existaient pas, vous allez travailler systématiquement sur des sites réels. Et où l'exercice, et bien évidemment, vous pouvez tenter de faire des photographies. Moi, je vous le déconseille, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des photographies parce que vous allez vous retrouver avec 675 000 photos. Vous ne savez même plus où vous les avez prises, à quel angle de vue. Et donc, d'une certaine façon, toutes ces photos, je dirais, ça vient encombrer le cloud, c'est tout ce que ça fait. Il vaut beaucoup mieux à un moment donné s'arrêter et, disons, se poser 2-3 questions pour savoir effectivement comment les choses sont faites. Et c'est un exercice qui est difficile à faire. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, à la différence de la photo, qui vous oblige à être un endroit précis, quand vous faites un dessin d'un site, d'une rue, d'une place et d'un machin comme ça, vous êtes bien obligé de vous déplacer. Donc ce type de dessin n'a rien à voir avec un croquis vu sur place. Si vous faites une série de photos, je dois vous avouer que vous retrouvez chez vous à regarder vos photos, à les mettre bout à bout, en vous demandant que vous y passez votre vie, et c'est désespérant. Donc je vous conseille simplement de prendre le trait, de vous tromper dans les dimensions, c'est sûr. Mais au moins vous aurez une idée plus exacte. Puis, vous serez sérieux, vous prendrez sur Google machin chose le cadastre, cadastre.gouv, un machin comme ça, qui vous donnera à l'échelle près la dimension exacte. Avec un peu de chance, vous aurez aussi les différences de niveau, parce qu'on trouve aussi les différences de niveau, et vous aurez une vue synthétique, n'est-ce pas, que vous pourrez après ça ajuster sur une idée exacte, n'est-ce pas, sur une dimension exacte, et vous aurez comme ça un bon dessin. Mais tout dépend de l'usage que vous en avez à faire. Moi, c'était comme architecte conseil, j'avais absolument pas donné comme conseil aux gens, écoutez, la marche fait 17 cm 25 et pas 16,32 comme vous l'écrivez, n'est-ce pas? C'est simplement dire qu'il y a une séquence et que, effectivement, on va pouvoir travailler sur l'espace public, lequel espace public est pris dans un écrin bâti, dont j'aurais pu faire ici les deux. Puis, ça c'est un autre dessin qui doit être fait au bouton, n'est-ce pas, pour le plaisir de faire le bouton. Ah oui, ça aussi c'est intéressant à faire. Je vous invite à faire ça parce que c'est une grande joie. C'est sur une feuille de papier suffisamment grande, vous vous dites, tiens, je vais quand même essayer de représenter la totalité de la chose. À la fois l'ambiance, disons là c'est une ambiance de montagne, le bouton c'est montagneux. Hein. Donc vous faites les montagnes, vous faites après ça 2-3 nuages, vous avez toujours des nuages, vous vous arrêtez devant un temple, vous le dessinez, et puis après ça vous marchez, vous vous retrouvez dans la forêt, et vous faites la forêt. Puis vous faites sur votre feuille, vous vous arrangez pour que ça se fasse une composition, n'est-ce pas, direct sur la feuille de papier. La feuille de papier elle fait 21-29-7, hein, c'est pas forcément plus grand que ça. Mais c'est un grand plaisir. La suite. Ça aussi c'est très utile. C'est beaucoup plus utile que de faire une photo. Parce que, au fond, si vous faites en banlieue, vous êtes amené à faire une photo de banlieue, d'un pavillon de banlieue, de pauvres gens qui vivent dans la banlieue, n'est-ce pas, qui ont des chats, n'est-ce pas, et qui ne sont même pas abonnés à Netflix. Donc, si vous vous arrêtez et si vous faites le dessin de la maison, avec effectivement tout cet encombrement qu'il faut dessiner, c'est-à-dire le poteau électrique, le mauvais trottoir, la poubelle renversée, les voitures qui n'ont pas lieu d'être là, les fils électriques qui sont partout, n'est-ce pas? À ce moment-là, comme vous avez ramené toutes ces différences à plat sur une seule feuille de papier et que tout est dessiné, quoi qu'étant de nature différente, avec le même trait, quelque chose trouve une unité et d'une certaine façon une identité qui fait que si vous êtes amené à travailler sur ces sites ou à donner des conseils, vous ne direz pas à ces gens-là, vous habitez la banlieue, un pauvre pavillon de banlieue, et vous avez des chats. Ça change, je dirais, quelque peu
l'attitude que l'on a vis-à-vis des choses et des gens. Ça, c'est un dessin que j'ai fait en Norvège. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas se laisser, je dirais, porter. Et ça, c'est à Petra. Vous irez un jour à Petra, parce que vraiment, ça vaut la peine, n'est-ce pas? C'est là où il y a eu un truc d'Indiana Jones. Mais dans Indiana Jones, c'est pas du tout aussi beau que Petra. C'est un endroit absolument magique. Et parce que il n'y a pas que les grands temples qu'on a l'habitude de voir. Il y en a d'autres un peu plus loin. Il faut s'y perdre, il faut rester quelque temps. Et ça, c'est la même chose que j'ai essayé de faire sur un projet comme l'a fait Kagan, c'est-à-dire le dessin au trait d'un bâtiment que j'ai pu réaliser, et puis des bouts de croquis qui étaient préparatoires à ceci, dans cette espèce de complémentarité où le dispositif permet, je dirais, de voir des agencements en plan, mais somme toute, l'édifice, c'est une présence, c'est un corps. Donc le croquis, c'est possible. Moi, par goût, je préfère faire des croquis que des maquettes, parce que d'une part, je tiens mes doigts, et d'autre part, parce que la maquette, elle est définitive, et le croquis, il ne l'est pas. On peut toujours changer de volume. On peut toujours... C'est souple. La maquette, à un moment donné, ça fait objet de présentation. Les gens qui font des maquettes d'études, je les admire parce que c'est très bien. Je connais des architectes qui multiplient les maquettes d'études avant d'en choisir. Mais tout ça, chacun a ses pratiques. Donc, certains préfèrent effectivement multiplier des tas de trucs. Et c'est bien pour pouvoir imaginer le bâtiment. Je ne dis pas le contraire. La suite. Ça aussi, c'est très utile. Quand vous serez... Parce qu'au fond, il faut bien savoir que comme architecte, vous allez de plus en plus travailler sur ce qu'on appelle le déjà là et reconstruire la ville sur la ville. Or, tout est moche, à part le Bhoutan et Petra. Franchement, tout est moche. Quand c'est beau, surtout, vous n'allez pas construire là où c'est beau. Donc, il faut laisser les choses qui sont belles en place. Donc, vous allez être obligé de travailler sur des sites qui sont toujours un peu altérés, n'est-ce pas? C'est de la campagne qui est phagocytée par des lotissements, par le machin. Là, c'est la ligne de TGV dans la plaine de Reims qui doit passer là. Les gens ont enterré le TGV, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Donc, vous êtes là et donc la ville vous dit, c'était pour Reims 2020, la maire était socialiste, il fallait étendre le quartier, faire des trucs, l'université, le machin. Comment vous le faites? Vous allez sur place. Vous allez sur place, vous regardez. Et donc, je pense que arpenter les sites, surtout pas avec des appareils photo, d'une façon comme ça, vous n'aurez jamais le bon angle. Cette espèce de saloperie, c'est trop grand, c'est trop petit, ça ne va pas. Donc, il vaut mieux prendre une feuille de papier, c'est plus rapide, surtout dans les plaines, il n'y a pas grand-chose à dessiner. Donc, vous dessinez la chose, n'est-ce pas, et le profil de la topographie. Vous continuez comme ça, encore un autre, et puis vous faites, par exemple, là, on vous demande de faire une université ou d'imaginer ce qu'elle pourrait être. Vous avez fait des dessins et puis vous dites, voilà, ça pourrait être comme ceci. C'est-à-dire, au fond, ça doit être dans la plaine, ça doit s'étendre. On ne va pas faire de tours tordus, n'est-ce pas, ou de bigoudis tordus comme au bout de la rue. Donc on va faire quelque chose qui colle au sol. N'est-ce pas? Et ça, alors ça, je vous invite aussi à le faire. C'est pas difficile du tout. Ça, quand vous êtes en voiture, ou en car, ou même en train, essayez de saisir le paysage. Il est forcément changeant. J'ai surtout fait ça la première fois, c'était au Yémen. Parce qu'au Yémen, c'était tellement beau, et ça changeait tout le temps. Or, le Yémen, vous ne pouvez pas le faire à pied, parce que sinon vous mourrez, on vous enlève. Donc vous le faites en car, et vous mettez sur le côté, vous mettez votre grand carnet de croquis devant les yeux, et vous regardez des paysages qui sont d'une beauté. J'ai fait la même chose il y a 15 jours ou 3 semaines sur le bateau en Norvège, n'est-ce pas? Mais enfin, la mer, c'est plus calme, ça bouge moins. Mais quoique. Et là, franchement, au Yémen, il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça ne cessait de bouger, ces montagnes. Il suffit de faire 20 mètres et c'est plus la même chose. Et j'essayais de dessiner ce genre de choses, et je me suis dit, mais je m'en fous. Je dessine, je commençais toujours à gauche, je commençais le paysage à gauche, et je le terminais peut-être 1 kilomètre plus loin, n'est-ce pas? Sur la même feuille. Ou d'autres saisissaient plusieurs fois.
quand vous avez confiance, quand vous êtes dans une voiture et que vous avez confiance dans le conducteur, vous pouvez, ça peut arriver, et si vous êtes devant, vous pouvez dessiner en vous mettant sur le côté. C'était marrant, parce que quand vous allez sur une montagne, par exemple, vous dessinez au fur et à mesure de l'avancée. Et puis ça, c'est où? C'est en Syrie, ça, ou en Iran? Je sais plus. En Iran, c'est en Iran. Donc voilà, c'était tout. Peut-être que nous avons 5 minutes. Simplement, j'aimerais bien recueillir votre avis sur la pratique du dessin et de l'informatique. Je ne sais pas, vous pouvez dire 2-3 mots. Quelqu'un avec du courage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez comme cours de dessin? Par exemple, vous, là, qui avez une bonne bouille. C'est vrai, vous avez une meilleure bouille que tous les autres. C'est qui donc? Mais celui-là, qui a un t-shirt rose un petit peu. C'est toi qui as une bonne bouille. C'est vous qui avez une bonne bouille. Qu'est-ce que vous avez comme cours de dessin aussi J'ai eu des cours de dessin le mercredi. On allait dans des musées et simplement on devait reproduire la salle qui était devant nous. Attendez, parlez plus fort, parce qu'il y en a qui grincent. On allait dans le musée et on reproduisait soit des salles en perspective, soit des objets précis du musée, des œuvres. Mais ici, à cette école? Dans cette école. Dans cette école? Oui. Oui. Et le dessin au trait et la géométrie descriptive, vous avez ça? Non. Ou alors très peu, mais c'est vraiment. Vous avez des cours? Vous n'avez pas de cours le théorème de Desargues, c'est pour vous, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez votre Euclide par cœur? Non. Non. Non, c'est un scandale, mais non. Tous les théorèmes qui ont lieu sur les cercles, la géométrie affine, tout ça, c'est des trucs qui n'existent plus. C'est l'ancien monde. Comment? Oui. On faisait des axonométries. Attendez. Vous êtes Des axonométries à la Choisy. à la Choisy. Oui. Ça vous faut faire ça. On a fait ça cette année. C'est très bien. Par-dessous et Oui. vu par-dessus. Oui, c'est très bien. C'est un exercice extrêmement compliqué. C'est très dur. Non, parce que si vous voulez, il faut, avant de commencer par faire des perspectives à la Choisy, que d'autres appellent l'œil de grenouille. Non, mais c'est plus ça parce qu'on vit d'en dessous. Oui. Si vous voulez regarder des trucs vraiment réussis là-dessus, vous pouvez regarder les livres qui ont été faits par Portoghesi sur comment il s'appelle, sur Borromini. Parce que pour exprimer, je dirais, par exemple Saint-Yves, qui est quand même une église assez tordue, n'est-ce pas? Des espèces de trucs en spirale, il le coupe, vous coupez le plan, vous en enlevez une partie, et vous coupez après ça de manière différente la coupole. Si vous voulez aussi voir ça de manière admirable, la meilleure personne vivante pratiquant ça à main levée, c'est Jean Castex. Il s'appelle Jean Castex, ça traîne partout, n'est-ce pas? C'est des saints sur les... Mais, et vous l'avez fait sur quoi? Sur des dessins d'Eisenman? Non, c'était pour une couverture sur une pente, une toiture qui allait sur une pente. Du coup, on devait d'abord reproduire l'aménagement de notre pente et ensuite notre toiture vue par-dessous qui allait venir se... Non, mais ça, c'est un travail. Mais sinon, vous savez que l'axonométrie a fasciné les architectes, disons, modernes. Rietveld en particulier, ou tant d'autres, n'est-ce pas? Ça les a absolument fascinés, à la manière effectivement d'une peinture de Mondrian, dont la conservatrice dernièrement a pu voir une photo et considérer que ce qu'on exposait depuis 30 ou 40 ans dans un sens devait être vu dans l'autre. Moi, je me suis beaucoup amusé à prendre des axonométries d'Eisenman, de Peter Eisenman, trucs un peu tordus. Et alors, vous les prenez, vous les tournez dans l'autre sens. Ça fait toujours un bâtiment, n'est-ce pas? C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que c'est fait, la perspective à la Choisy, c'est fait pour ramener un édifice en un pur objet. Et c'est pour cette raison que ça a été tant utilisé par les architectes modernes, parce que d'une certaine façon,
le bâtiment devenait une sculpture cubiste et qu'elle n'était pas mise dans une situation perspective, qu'il l'aurait mise en situation, disons, précise. La perspective renvoie à une situation, un regard, un rapport de soi à l'espace, alors que l'axonométrie ne renvoie pas à l'espace, mais renvoie à l'objet comme pur dispositif. Et sinon, alors vous pratiquez tout de suite AutoCAD 26, Teams, etc. Non. Et autres machins. Non, mais ce qu'il faut dire à l'école, c'est qu'il y a 14 groupes de projet en première année. Ils ont des parcours très Et différents. ils ont des parcours très différents parce que c'est 14 groupes. Il n'y a pas de tronc commun. Un peu souverain pour chaque groupe. C'est-à-dire que dans certains groupes, le dessin à la main, au moins tout au long du premier semestre, est très important. Vous n'avez pas en première année une pédagogie unique. Il y a des écoles où c'était obligatoire. À Versailles, c'était obligatoire. Première année, deuxième année, c'était unique. À partir de la troisième année, c'était des groupes. Ça a changé de tout. Et ici, il y a aussi deux pédagogies différentes. C'est pour ça que pour certains, les photos d'atelier évoquent ce que eux connaissent, puisqu'ici, il y a encore des ateliers. D'accord. Les photos, alors que tu montrais, c'est un peu moins dense, mais il y a toujours l'esprit d'atelier dans certains groupes de projets. Je dois vous avouer que je suis assez pantois, parce que, effectivement, une pédagogie principalement confiée, je dirais, au bon vouloir des profs qui ne se concertent pas d'un groupe à l'autre, que ça fonctionne, c'est miraculeux. Ça ne peut être que miraculeux. Ça peut être que miraculeux. Est-ce qu'on conclurait sur ça? Comment? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Une question dans la salle? Non, c'est pas question, mais c'est juste par rapport à ce que vous venez de dire. On a quand même les amphis en commun, il y a d'autres trucs qui sont mis en commun, c'est pas chacun à son truc. D'accord, mais pas les ateliers. Pas les ateliers. Mais il y a aussi, Non, après, il y a des exercices communs de projet à la fin du semestre, par exemple. En ce moment, ils pas sont... forcément que en semestre, au sein du semestre même, il y a des ateliers qui se lient pour faire un projet commun ou quelque chose qui ressemble. Il y a des différences au sein de l'atelier, mais très minimes. Oui, bon, enfin, après tout vous avez une chance inouïe par rapport à celle qu'on a pu connaître, c'est de pouvoir voyager beaucoup plus que nous le fîmes, n'est-ce pas? Mais je vous invite aussi à lire le bouquin de Philippe Paneret, qui doit s'appeler L'angoisse de la page blanche. Philippe Paneret est un enseignant qui maintenant a 82 ans et qui a connu l'ancienne école Charette et qui a été, dès les années 64-65, avec des gens tant d'autres, amené à réfléchir à la manière dont l'école pouvait être réformée. Et il a été, après ça, à Versailles, une des chevilles ouvrières du renouveau de l'enseignement de l'architecture. Et il a sorti un livre qui est tout à fait intéressant. Tu l'as lu peut-être, non? Mais tout à fait intéressant, sur lequel il fait le bilan de ce qu'était l'ancienne école, et somme toute, il la réhabilite. Et la condamne pas. Parce que moi, quand j'étais étudiant, comme j'ai passé, peut-être pas forcément très indiscret, j'ai passé 2 ans tout nu. Donc, on n'apprenait pas grand-chose. Aux Beaux-Arts. Donc j'avais quand même vis-à-vis de l'ancienne école, comment dirais-je, en plus de ça, le prof, il nous apprenait rien. Donc si vous voulez, quand on m'a demandé de changer d'école et de changer de pédagogie, j'ai cru que là, au moins, j'allais apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Mais donc il y avait tout lieu, effectivement, de considérer l'ancienne école comme étant une calamité. Voilà. C'est sûr que quand tu as passé 2 ans tout nu, tu as peut-être moins l'angoisse de la page blanche. Voilà, on se quitte sur ces grandes paroles.